Armand Gaël Lakpa, au regard de cette actualité concernant le PPACI notamment et de façon générale la gauche ivoirienne, comment vous répondez à cette interrogation? La gauche ivoirienne est-elle à la croisée des chemins? Vu le contexte, vous savez, nous sortons des élections présidentielles 2025. Normalement, si la gauche était réunie, était en ordre de bataille, c'est dès maintenant que la bataille 2030 devait commencer. Mais au lieu de cela, on est malheureusement servi par ce que j'appelle des feuilletons dignes de novelas au sein des partis de la gauche. Mais en même temps, ce qui m'interpelle plus dans le discours du président Laurent Gbagbo ce week-end, c'est qu'il dit qu'il faut continuer le combat contre le 4e mandat. Je m'interroge, on mène le combat contre le 4e mandat comment? Quand lui-même, à 2 jours de la présidentielle, avait fait une interview, et dans cette interview, moi je pense qu'il n'avait pas la posture d'un combattant dans cette interview-là. Ce qui a dû, au sein même du Front commun, a dû décourager bien d'une personne. Et aujourd'hui, après que tout cela se soit passé, pendant qu'on est dans une actualité des législatives où finalement, lui-même dans son propre camp, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, il faut que ça interpelle en fait. Ceux qui sont restés avec Laurent Gbagbo dans le PPACI, après le divorce, avec Afin Guessan, on pourrait les considérer comme les fidèles des fidèles. Les derniers des fidèles, on les appelle les Gor, Gbagbo ou rien. Et aujourd'hui, pendant qu'on va à ces législatives, parmi ces fidèles des fidèles, on vient trouver encore des infidèles qui seront traités de traîtres, qui, eux, décident d'aller à ces élections, donc qui ne respectent pas la décision je ne veux pas dire la décision du président Gbagbo, mais la décision du comité central qui était que le parti ne participe pas. Mais cette décision-là est prise pourquoi? Je le dis souvent, c'est la succession, c'est la bataille de l'héritage Gbagbo qui a commencé parce que quand il s'est exprimé à 2 jours de la présidentielle, il a dit qu'après les législatives, il prenait la retraite. Donc dès cet instant, je pense qu'aujourd'hui, pour des cadres qui sont ambitieux au sein de son parti, aussi fidèles qu'ils lui seront, aujourd'hui, chacun est en train de penser à son avenir politique. Donc il y en a certainement qui vont rester arc-boutés autour de Laurent Gbagbo, se servir de sa voix et de ce qu'il dit pour dire qu'ils sont avec Laurent Gbagbo. Mais il y a un autre groupe qui décide d'aller participer parce que justement, ils veulent être considérés comme cet enfant-là qui sort de la maison, va à la chasse, trouve le gibier et le ramène en famille. Parce qu'ils iront à ces élections, quand ils vont finir, quel que soit ce qui aura été pris comme sanction, quand ils reviendront au sein du PPACI, ils reviendront plus forts et lorsqu'ils iront au Congrès, ils pourront se positionner. Donc c'est l'après-Gbagbo qui est en train de se jouer. Mais pendant que cet après-Gbagbo se joue, on voit un Charles Blé Goudé qui s'est invité dans cette affaire. Si vous voulez, je pourrais revenir là-dessus. Comment Charles Blé Goudé revient là-dessus, on l'a suivi dans l'interview ici. Il n'est plus prêt à se laisser de côté parce qu'il considère le président Laurent Gbagbo comme étant son père. Il considère comme un Don Melo, comme un Afin Guessan, comme une Simone Ivé que le président Gbagbo a été pris en otage par un groupe. Étant le fils de Laurent Gbagbo, aujourd'hui Laurent Gbagbo décide de partir à la retraite. Lui aussi, Charles Blé Goudé, il prend part au chapitre et il sort des révélations. Vous voyez que toute la semaine, ça a été que ça, l'actualité. Il fait des révélations là où depuis des années, il avait décidé de ne rien dire. Cette sortie n'est pas anodine. C'est malheureux pour l'opposition qui, depuis la chute du FPI en 2011, n'a jamais pu retrouver le leadership autour de quelqu'un d'autre que de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui est la figure emblématique de la gauche, mais qui, depuis, a été quand même affaibli par des questions judiciaires, par des questions qui l'opposent au pouvoir et il n'a pas pu être celui qui devait porter la gauche. Malheureusement, au lieu de passer le relais, là où d'autres ont parlé de plan B, ça n'a pas été. Finalement, le RHDP est resté encore au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de stratégie claire pour cette opposition. Si elle veut vraiment se retrouver d'ici 2030, il faut que cette gauche-là décide de se retrouver, qu'elle passe les égaux, que Simone Ivé, que Charles Blé Goudé, que Awa Don Melo, que Pascal Afin Guessan retrouvent droit au chapitre et qu'ils viennent s'asseoir pour se parler, essayer de trouver un leadership. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque à la gauche, un leadership. Comme tout le monde est leader, on ne sait pas qui suivre et finalement, ils vont dans tous les sens et c'est dommage. Éric Bayala? Oui.
Réaction? Bon, la question est de savoir est-ce que la gauche ivoirienne est à la croisée des chemins. Moi, je le dis clairement, oui, la gauche ivoirienne est à la croisée des chemins. Parce que pour plusieurs raisons. On a des raisons structurelles, on a des raisons idéologiques et puis on a des raisons organisationnelles. Quand vous regardez la décision du PPACI, par exemple, de ne pas aller aux élections législatives, quand bien même on sait que pour la dernière législature, le groupe parlementaire du PPACI a rapporté un peu plus de 1,5 milliard au PPACI en raison de 75 000 francs chaque 3 mois. Et vous voyez que ce groupe parlementaire-là a mobilisé, dans le cadre du financement des partis politiques, 1,5 milliard pour le PPACI, qui sont donc logés dans les caisses du PPACI. Je suppose que c'est avec cet argent-là que le PPACI arrive à mener ses activités. Maintenant, quand vous décidez de ne plus avoir droit à une représentation à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que vous refusez un visage institutionnel pour mener les luttes dont il parle. Mais en même temps, on se demande, est-ce que ça s'apparente comme un professeur qui, à chaque fois que la semaine avance, ou bien le mois avance, il vient avec un cours sur un nouveau chapitre. De l'appel de Benoît jusqu'à cette initiative pour la libération des prisonniers politiques, bien d'initiatives et d'appels ont été lancés. Mais quel a été le bilan mené par ceux qui ont lancé ces différents appels-là à un moment donné pour savoir, nous avons mené une telle activité, sinon nous avons appelé à avoir une telle attitude, une telle démarche, quel en a été le bilan pour pouvoir nous projeter? Rien de tout cela. Et donc, on a l'impression que nous nous retrouvons dans ce qu'on pourrait appeler un prêchi-prêchationnisme qui, à la vérité, ne donne absolument rien du tout. Parce que la posture qui est la sienne, notamment celle du président du PPACI, qui consiste à mener un débat contre le 4e mandat au cours d'une cérémonie baptisée Initiative pour la libération des prisonniers politiques. Mais il y a vraiment, ça d'un point de vue sens, il y a à s'interroger. Vous voulez mener une initiative pour libérer des prisonniers politiques qui sont détenus, soit par un régime, et en même temps, vous combattez le régime qui est en train de faire, selon vous, un 4e mandat. Mais donc, qui vous écoute? Qui vous entend? Quelles sont les méthodes et les moyens dont vous disposez pour que cela puisse prospérer? Et je pense qu'il y a un lien direct avec le premier sujet, la posture du politique en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça. Parce qu'on fait plus de la préjudication que de faire de la politique. Parce que vous n'avez aucun pouvoir, vous ne disposez de rien, mais la logique aurait voulu qu'on ait vraiment cette posture républicaine. Parce qu'on peut être politique, on peut être opposant, et puis avoir droit au chapitre. Par la pertinence de votre posture et de vos positions et de ce que vous défendez. Mais quand vous êtes dans une posture de combat, depuis 1990 jusqu'à 2025, vous êtes dans une posture de combat, mais finalement vous menez le combat contre qui et pour qui? Or, aujourd'hui, il y a un conflit générationnel au sein du PPACI. Seul qui veut s'affranchir du messianisme et de tout ce qui est situation patrimoniale d'un appareil politique, et ceux qui ont fait confiance à une certaine gauche, qui ont estimé qu'on peut peut-être faire ses classes au sein d'un parti comme le Front populaire ivoirien, comme le PPACI et les autres organisations telles que le COGEP et autres, se retrouvent encartés dans un parti politique, mais ils n'ont pas droit au chapitre. Pendant que l'un, sinon le leader, décide d'aller à la retraite, on veut en même temps étouffer toutes les ambitions de s'exprimer. Quand vous partez à la retraite, c'est quel appareil que vous laissez pour continuer votre combat? Qu'est-ce que vous laissez à la jeune génération? Parce qu'une chose est certaine, après les élections du 27 décembre, si le PPACI officiellement n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale, mais comment est-ce qu'il pourrait mener son combat au niveau institutionnel? Puisqu'ils aspirent, selon eux, à faire des contre-propositions pour une autre gouvernance en Côte d'Ivoire. Mais la posture du combat continu risque de la positionner comme étant plutôt un mouvement de contestation que plutôt d'être un parti politique qui repose sur des bases institutionnelles. Et là, c'est là toute l'interrogation pour dire effectivement la gauche ivoirienne est à la croisée des chemins. Très bien. Roger Yuan, je reviendrai à vous tout à l'heure, docteur Kamenan. Merci à Ali Diarasouba. Non, je pense qu'il faut déjà noter que quand on parle de gauche, il faut saluer
les grands combats menés par la gauche ivoirienne. J'ai rappelé avant-hier que si nous sommes revenus au multipartisme, même si dans la constitution de la République de Côte d'Ivoire, il était inscrit la question du multipartisme, mais pour que le multipartisme soit une réalité en Côte d'Ivoire, il y a eu des citoyens qui se sont battus. Ces citoyens sont de gauche. Il faut les saluer. Donc la gauche fait partie de l'histoire de ce pays. Elle est une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis après, le pays a traversé des crises. La gauche n'a pas été épargnée à ces crises que le pays a connues. La plus grande crise que la gauche a pu connaître, c'est celle de 2011, où on perd le pouvoir brutalement. Ça laisse forcément des séquelles. J'ai coutume de dire que, certes, nous sommes sortis de la crise, mais vous allez remarquer que la crise a élu domicile dans les cœurs des gens. Quand vous voyez le comportement des uns et des autres, même des acteurs politiques, quand vous voyez des gens prendre la parole, les vocabulaires même sont encore imbibés de la crise, des stigmates de la crise. Et donc la gauche, elle n'a pas été épargnée. Aujourd'hui, il faut que chacun se donne les moyens de se reconstruire. Se reconstruire parce qu'il faut mener les débats de fond pour le pays. Nos concitoyens ont des vraies préoccupations, Ali. Quand vous prenez la route qui quitte Soubré pour aller à Guéyo, c'est 80 km, c'est un calvaire. Quand vous prenez la route qui quitte Guiglo pour Taï, c'est dans la région du Cavali, Ali, c'est près de 80 km sur piste, c'est un calvaire. Ça, c'est les contrées reculées. Même à Abidjan ici, malgré les grandes infrastructures qui sont réalisées, faites un tour à la GESCO. C'est un scandale. Tout récemment, lors de la présidentielle, peut-être que ça n'a pas interpellé les uns et les autres. Regardez les salles de classe dans lesquelles nos politiques sont allés voter. C'est vrai, des efforts ont été faits pour construire des nouvelles salles de classe par-ci, par-là, mais il y a encore d'efforts à faire pour mettre notre système éducatif à niveau. Remarquez aussi, avec moi, que ceux de nos concitoyens qui ont des diplômes, parce que c'est difficile pour eux ici, ils préfèrent s'endetter pour sortir du pays. Et si on revenait au sujet de... Non, je reviens au sujet. Non, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que le défi pour les politiques aujourd'hui, c'est de se concentrer sur ce sur les conditions de vie de nos concitoyens. Plutôt que... Et nous, ADCI, le mouvement que nous avons créé, c'est vraiment pour faire la politique autrement. La politique des personnes, des positionnements, où les idées ne sont pas au cœur des débats, où les propositions ne sont pas mises sur la table pour qu'elles soient discutées, où les conditions de vie de nos concitoyens ne sont pas la priorité. Honnêtement, nous pensons que c'est une perte de temps pour le pays. Le temps ne nous attend pas. D'accord. Voilà.